Ah, le fameux ordre stop-loss. Pour certains investisseurs, c'est la ceinture de sécurité indispensable. Pour d'autres, c'est un piège qui vient saboter les rendements. Alors, qui a raison? Outil ou piège? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On l'entend partout. Utiliser des stop-loss pour limiter les dégâts. C'est un peu le conseil de base. Mais est-ce que cette sagesse populaire tient vraiment la route? On va creuser un peu pour voir ce que les données, elles, nous racontent. Bon, juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Un stop-loss, c'est super simple. On fixe un prix plancher. Si l'action dégringole et atteint ce prix, hop, la vente se déclenche automatiquement. L'idée, c'est de couper l'hémorragie avant qu'elle ne devienne critique. C'est une sorte de plan d'urgence automatisé, quoi. Mais pour vraiment piger l'intérêt du stop-loss, il faut d'abord identifier notre véritable adversaire. Et surprise, ce n'est pas le marché. Non, c'est quelque chose de bien plus proche de nous. En fait, le stop-loss, ce n'est pas juste un outil financier. C'est avant tout une protection contre nous-mêmes. Oui, contre un biais psychologique hyper puissant qui nous pousse souvent à prendre les pires décisions. Et ce fameux biais, il a un nom, c'est l'effet de disposition. C'est un concept absolument clé pour comprendre pourquoi on a tant de mal à dire stop et à accepter une perte. La meilleure définition, elle nous vient de deux chercheurs, Scheffrin et Statman, et elle date de 1985. Ils ont dit « On a tendance à vendre les gagnants trop tôt et conserver les perdants trop longtemps. » C'est exactement ça. On se dépêche de prendre nos petits profits et on s'accroche désespérément aux actions qui plongent en priant pour un miracle. C'est comme si notre cerveau avait deux modes complètement différents. Quand une action monte, c'est la panique. On a peur que le gain s'envole, alors on vend. Mais quand elle baisse, ah là, c'est tout l'inverse. On refuse de vendre. On refuse d'admettre qu'on s'est trompé. Et c'est ce grand écart qui coûte si cher. Et attention, ce n'est pas juste une petite théorie sympa, c'est un biais qui a été documenté, étudié et confirmé des dizaines de fois partout dans le monde. C'est un bug universel de notre cerveau d'investisseur. Alors la grande question c'est, est-ce qu'un simple ordre automatique peut vraiment nous sauver de nous-mêmes? Est-ce que le stop-loss est le remède miracle à ce vilain défaut? Eh bien, pour le savoir, des chercheurs se sont coltinés l'analyse de plus de 300 000 transactions. L'idée était simple, comparer le comportement des investisseurs qui utilisent des stop-loss avec ceux qui n'en utilisent pas. Regardez bien ce graphique. La ligne rouge, ce sont les actions en perte. Au début, les investisseurs vendent un peu. Mais passez la barre des 30 jours, et regardez, la courbe s'aplatit complètement. Plus personne ne bouge. On s'accroche à ses pertes. C'est l'effet de disposition en direct, sous nos yeux. Et voilà le résultat chiffré. Sans stop-loss, la probabilité de vendre une action perdante chute de 35% après un mois. C'est énorme. Mais avec un stop-loss, c'est tout l'inverse. L'outil force la main, il impose une décision rationnelle. Donc première ronde, victoire par KO, le stop-loss est un excellent outil de discipline. D'accord. Le stop-loss nous rend plus disciplinés, c'est acté, c'est super. Mais la vraie question, la seule qui compte au final, c'est est-ce que ça rapporte plus d'argent? Parce que être discipliné, c'est bien, mais être rentable, c'est quand même mieux, non? Pour répondre à ça, on va regarder une autre analyse, un test absolument gigantesque qui, cette fois, s'est concentré uniquement sur la performance pure et dure. 2 millions, non, ce n'est pas une faute de frappe. 2 millions de scénarios de trading qui ont été testés sur le marché des crypto-monnaies, un marché connu pour être de véritables montagnes russes. Avec un volume pareil, les résultats forcément sont parlants. Et là, attention, surprise! Sur une période de 6 mois, la stratégie la plus bête du monde, celle qui consiste à n'en rien faire, juste à conserver ses positions, a rapporté en moyenne plus de 7 $. Et les stratégies avec stop-loss? Eh bien, elles sont loin, très loin derrière, avec des gains quasiment 2 fois moins élevés. Le verdict est sans appel. Dans un marché capable de chuter brutalement mais aussi de rebondir de manière spectaculaire, le stop-loss a trop souvent forcé les investisseurs à vendre au pire moment, juste avant la grande remontée. Au final, la patience a été bien plus payante que l'action. On se retrouve donc avec un paradoxe assez fascinant. Le stop-loss nous discipline et nous rend meilleurs psychologiquement, mais il semble nous coûter de l'argent. Alors comment on résout cette contradiction? Voilà, tout est résumé ici. C'est vraiment le cœur du dilemme. D'un côté, on a l'outil parfait pour notre cerveau pour contrer nos émotions. De l'autre, on a une stratégie qui, bien souvent, est gagnante pour notre portefeuille. Clairement, il n'y a pas de solution miracle qui coche toutes les cases. Alors, quelle est la bonne approche? Il faut peut-être simplement voir le stop-loss pour ce qu'il est vraiment, une assurance. Sa mission première, ce n'est pas de maximiser les profits, c'est d'éviter la catastrophe, d'éviter la perte qu'on ne peut pas se permettre. Dans un marché qui s'effondre, c'est notre meilleur ami. Dans un marché qui rebondit,
Oui, il peut nous coûter cher. Finalement, tout se résume à cette question, qui est très personnelle. Qu'est-ce qu'on cherche à corriger en priorité? Son portefeuille ou sa psychologie? Si le but est d'éviter de prendre des décisions sous le coup de la panique et de mieux dormir la nuit, alors le stop-loss est un outil formidable. Si le seul et unique objectif est de maximiser la performance à tout prix, eh bien, les données montrent que l'histoire est bien plus complexe. La réponse, au fond, elle appartient à chaque investisseur.